Qui ne se demande, à la vue des merveilles qu'étale une montagneuse contrée, comment se sont ouverts ou creusés ces abîmes? Comment ces cimes se sont élevées dans les cieux? Pourquoi ces pentes douces? Pourquoi ces rocs tourmentés? D'où viennent ces colosses de granit qui pèsent sur la plaine? Ces questions sont de la géologie pure, élémentaire et transcendante, infinie, vague, comme toute poésie. Comme toute poésie, elles sondent des mystères. D'abord le brouillard. Ces vagues blanches se déroulent dans un majestueux désordre. Ici, elles bouillonnent, se gonflent en trompes de fumée, puis s'éparpillent en flocons, comme la neige, et disparaissent dans l'espace. Là, elles se creusent en vallons emplis d'ombre. Ailleurs, tournoiement continuel, c'est un mouvement de flots qui se pourchasse et s'entraîne en ronde dans la vallée resserrée, qui n'a pour fond qu'un abîme. C'est une énorme fente évasée, au fond de laquelle un torrent sauvage, venu des glaciers, gronde entre les blocs qui l'obstruent. C'est une faille, une de ces colossales fissures qui s'entr'ouvrent dans la vieille croûte du monde en travail. Et le brouillard s'épaissit, nuages pressés, tourbillonnants, qui s'attire puis se repousse. L'électricité s'amasse dans les vapeurs grossissantes. Clarté livide, reflets de cuivre, teintes violacées, immense fournaise de métal en fusion. L'orage éclate. Les éclairs vibrent comme des serpents de feu. De roc en roc bondit le tonnerre. Le déchirement de l'air se prolonge en roulement sans fin. Pluie. Fracas des arbres qui se brisent. Torrents qui se gonflent et mugissent en démolissant leurs berges. Écroulement. Des masses lourdes suivent les pierrailles en dessinant de puissantes courbes dans l'espace. Tout ce qui doit crouler rompt les attaches qui le retenaient à la montagne. Grêle de roches. Mais de tous les destructeurs, l'avalanche est le plus énergique. Elle entraîne tout comme un torrent débordé. Le sol se change en boue, lézardé de profondes crevasses. S'affaissant sous son propre poids. La terre devient fluide. Elle coule le long des pentes, entraînant avec elle les forêts.
dans un calme absolu. Puis tout se tait, tout rentre dans un calme absolu. Le ciel est immense. Le ciel est immense. Dans l'azur apparaît le front serein des montagnes. Leur neige, brodée d'arêtes de rochers, comme par de fines arabesques, brille avec l'éclat de l'argent. Le soleil les porte d'une ligne d'or. Les contours des cimes sont purs et précis, comme ceux de statues se dressant lumineuses. Tranquilles et fortes, immuables dans leur repos, les montagnes planent dans le ciel, comme d'un autre monde que cette lourde planète. Le vent cesse. Le vent cesse. Ne reste que la chute des eaux. Ne reste que la chute des eaux. Leur bruissement sauvage semble ajouter à la permanence silencieuse des hautes cimes et des glaciers. Rappelons-nous nos promenades d'enfants, près de la source ou du torrent, où le geste sacré et vivifiant de se désaltérer était un geste de communion avec la nature. Source d'eau, tu n'es pas né du hasard, tu es le véhicule de la vie, tu es inscrite dans le grand dessein de la création. Thank you.
fierté, pourras-tu un jour être cette goutte qui apaise la soif de notre attente, être enfin un miracle retrouvé? Plusieurs fois le sommet du ruan. Et les chiens font rage. L'homme aussi. Oh, plusieurs marmottes ont été tuées. Oh, le pays se dépeuple. La nature a multiplié les races malfaisantes. L'aigle, le chien et l'homme. L'aigle est le plus terrible de tous, à cause de sa rapidité foudroyante. Il ne vole pas, il tombe et vous enlève. On dirait le destin. Il a les yeux fauves, le bec crochu, les serres toujours aiguisées. C'est pas qu'il est cruel, c'est la nature qui l'a fait naître vorace. Il a faim,
Il fait la chasse aux animaux comme nous le faisons aux fleurs. Il lui faut des marmottes ou des lièvres comme à nous, le trèfle ou la soldanelle. Oh, mais nom d'un chien! Et pourquoi ces tyrans des airs ont-ils été institués? Oh, qui le sait? La nature a ses lois inexorables. Avec l'aigle, le génie du meurtre règne dans le ciel et plane sur la terre. Le chien, c'est un peu différent. Il ne vous dépece pas, il vous égorge. Et c'est fini. Certaines races lui sont odieuses. Il faut qu'il les détruise. Et nous sommes du nombre. Nous, les pauvres marmottes. Oh, non, mais vous vous rendez compte? Il nous hait pour le mal que nous ne lui avons pas fait. Ces instincts monstrueux, il les a cultivés dans l'esclavage. Car le chien est l'esclave de l'homme. Les hommes l'ont instruit et dressé. Et quand il a saisi un lièvre ou une marmotte, il va déposer sa victime aux pieds de l'homme qui le flatte et le caresse. Et il trépigne d'aise et se pâme sous la main qui le flatte. Oh, c'est bon. Certains chiens, longs et bas, entrent dans nos terriers. Heureusement que les galeries sont étroites. J'ai vu flamboyer une fois les 2 yeux d'un chien. Il était arrivé jusqu'à un étranglement formé par une racine d'arole et il ne pouvait pas pénétrer plus loin. Nous nous regardions, lui furieux, moi tranquille. Ça a duré des heures. Bon, alors, maintenant, parlons un peu de l'homme, hein? Il y a beaucoup de variétés d'hommes, hein? Si l'on en juge par les pots de rechange qu'il met et qu'il enlève à volonté. Oh là 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 là. Oh, l'homme est le plus manqué des animaux. Oh là là là. Oh. Et il a une crinière qui lui tombe avec l'âge, c'est-à-dire au moment où il en aurait le plus besoin pour se garantir du froid. Mais on ne sait pas trop à quoi elle lui sert. Il a la peau à demi transparente qui laisse deviner les chairs et le sang. Monstrueux. Il garde le visage découvert, par contre. Les mains aussi, ce qui donne envie de les mordre. Si j'étais une bête féroce, j'en mangerais beaucoup des hommes. Non, il sait pas marcher à 4 pattes. Il court pesamment. Il n'a pas d'odorat, pas d'ouïe, sa vue ordinaire. Mais il a l'esprit ingénieux. Ah, ça, on va pas lui enlever. Il applique à son œil un instrument au moyen duquel il ziote ses proies. Et il dirige sur elle, après, un autre instrument dont il fait sortir des projectiles qui les frappent. C'est sûrement un dieu qui lui a appris à manier ainsi la foudre. Hein? Et bon sang, et pourquoi à lui plutôt qu'à nous? Et qu'est-ce que l'homme a fait pour mériter cette faveur? Dites-le moi.
faut bien lui reconnaître un certain charme. Certaines espèces d'animaux s'inclinent devant lui et le servent. Il aime se persuader qu'il règne. Tout être libre lui est une injure. Et son rêve serait d'être le maître universel. Les hommes grandissent et les marmottes diminuent. C'est comme ça. Oh, mais il faut les voir en été, se hisser de rocher en rocher, se pousser, se tirer les uns les autres sur les montagnes. Oh, il faut les entendre et les voir quand ils ont atteint le sommet, célébrer par de grands cris de joie la victoire qu'ils viennent de remporter sur leur maladresse. Ils veulent pas seulement régner sur les animaux, ils veulent régner sur toute la terre. Tant d'orgueil fatiguera la patience du ciel, c'est sûr. Le plus souvent, on lit dans son regard des pensées d'orgueil ou de fourberie, mais des fois, et j'ai vu aussi une pensée de bonté. Je crois que les hommes à longue et fine crinière et qui portent une sorte de peau flottante sont les femelles. Il y a de la douceur dans leurs mouvements et leur physionomie. Mais bon, il y a des questions qui demeurent. Comment peut-il réduire en esclavage ceux qu'il aime? Quel est cet art qui consiste à être miséricordieux aujourd'hui et impitoyable demain? Non, mais je vous le demande. Moi, je vous le dis. L'homme est le plus grand mystère de la nature. Bon, après la marmotte. Et ça m'a fait du bien de dire ici tout ce que je pense de nos persécuteurs. Je me sens soulagée.
bon, vous y êtes. Mais qu'est-ce qui vous a tombé dessus? Une cascade. Allez vous sécher. Allez, ouvre dedans. Oh, mais presse pas. On peut s'en épargner, Marie-Rose. Trompez. J'arrive. Tu vois comme il est. Ah, bon Dieu, bon Dieu. À l'abri, messieurs. Oh, mais si ça souffle. Vous avez entendu voir avec Sérac? Quel boucan. Toutes les cascades de Barbarie, là, au trait. Oh, j'ai fait, mais asperge. Mais vous avez au moins évité la pluie. Oh, miracle. Oh, ça devrait tomber dans pas longtemps. Et ce peintre, là, qui nous sert de guide, il voulait encore rester en haut. Vous dire s'il est fou. Allez, donne-moi ton bâton. Emmène-le ici. Oh, demain, d'homme. Et ton bâton. Il voulait pas sauter pour les marmottes. Et alors? Non, non, juste une apeurée, à filer sous les rochers, c'est tout. Ça ne m'étonne pas. Alors j'ai sonné la retraite, en hallucinant de ramasser l'orage. Ça me disait rien de me passer sous un rocher. Ah, mais j'ai les jambes, mais démolies par ta faute. Oh, est-ce que ça en valait la peine? Tu as pris goût. Il m'a fait passer par des endroits, mais impossibles. Vous n'imaginez même pas. Je vais suspendre vos affaires. Je n'ai pas inondé la cabane. Merci. On s'est fait arroser par une cascade. Fallait lui chanter une chanson. Ah, j'ai failli coincer le pied en des blocs. Mais les chaussures, vous les laissez à l'entrée. Ah, on connaît la loi. Ça risque pas de s'écouler, ces dents. Allez, reprenez votre souffle. Donnez-moi votre pèlerine, vous aurez tout le temps de causer après. La voici. Ah, merci, gardien. Hé, on est quatre. Un petit as, déjà. Vous êtes plus excité que ce matin au réveil. Matin, c'était 5 heures. Mais au moins, t'as pu croquer le lever du soleil, c'est ce que tu voulais. Oh, j'espère surtout que mon croquis est resté sec. J'ai déjà mis chauffer l'eau, il vous reste du café. Prenez le mien et faites-en un pot. Ah, on a vraiment l'impression d'assister à la genèse du monde par ce temps. Ou à sa destruction. Ça doit toujours commencer par du vent. Tiens, j'imagine plutôt du brouillard. Ah, il n'y a pas à dire, hein. Rien de tel qu'une demeure d'homme au milieu du chaos. Et ces chaussures, elles m'ont fait un mal de chien. Vous n'êtes pas bien solide, vous. Oh, simple botaniste de plaine perdu dans nos Alpes. Vous vous Par le habituez. fou d'un ami. Vous avez évité la pluie, vous aussi? Oui. Ah, mais le ciel devient noir, comme la nuit. Et dites, votre mari est de plus en plus juste dans ses prévisions. Il est 5 heures, debout messieurs, et soyez de retour avant 16 heures. Edmond faisait une mine affreuse quand il nous a secoués. Mais tu vois qu'il avait raison. Quoi? Gardienne, il a du flair météorologique, votre mari. Il doit écrire régulièrement à ces messieurs de l'université. Alors, il observe tout, comme un savant, et il prend des notes. La direction des vents, les nuages, le baromètre, le thermomètre. Il prend cette tâche très au sérieux. Oh, vous allez voir dans un moment qu'il mettra une coche pour chaque coup de tonnerre. Le tonnerre? On risque rien, hein, incident. Hein? Non, non, non. Et puis, il fait bon. Oui, mais ne vous découvrez pas trop. Dans 5 minutes, vous aurez froid. On chauffe comme on peut. Bien sûr, ce n'est pas pour critiquer. Vous manquerez pas de froid. On en a remonté cet après-midi. Et vous verrez quel bel hommage je rends à votre demeure. Tout simplement la plus belle du club alpin. Pas vrai, non? Et Pierre, qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Un piastre? Déjà? Eh, tant que ça s'éclaircisse. Avec une bonne tasse de café noir, ça fait du bien, mon café. Et puis nous sommes 4. Et des bonnes personnes.
Et surtout, vous nous devez la revanche. Vous ne perdez pas de temps. Ah, j'ai pas digéré la défaite d'hier soir. Petite. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Tu gribouilles? Allez, viens. N'y voyez rien contre vous, mais je vais aller m'allonger un tout petit peu. Mais viens plutôt taper le carton. Oh, mais ces chaussures, elles m'ont ruiné les orteils. Ah, allez, Jacques. Ah, ça fera sans moi. Mais bracaillons. Vous jouez, gardienne? Ah non, Marie-Rose ne joue pas. Faut que je retourne à mes comptes après votre café. Dites, vous n'allez pas reprendre votre caractère d'hier soir? Moi? Tu devais rentrer en pique. Je ne crie jamais, moi. Pas de pagaille. Je vous préviens. Je suis doux comme une marmotte. Et lui, même humeur que ce matin, là. Toute la journée. Mais j'ai l'habitude. Déjà qu'il parlait pas beaucoup hier soir. Écoute ça, Edmond. Juillet 1913. Dans ce livre, je pose quelques mots pour Barberine, chargée de foi. Nous autres marcheurs, toujours monterons vers toi. Refuge petit, mais puissant. De Marie-Rose et de Jean. Amis fiers, vous êtes notre toit. Quel poète vous faites! Vous avez beau être le dentiste, mais vous avez des vers entre les dents. Un livre de cabane est un livre sacré, qui mérite des vers bons ou mauvais. Ceux-ci ne sont pas si mal, en effet. Mais qu'est-ce que tu regardes, Edmond? Edmond! Je regarde notre gardien. Et ça, longue. Ah, Ah mais faut lui dire de venir. Qu'est-ce qu'il fiche encore dehors? Il nous fait rentrer et lui il reste en poste sous son petit abri. Le gardienne, il aime le gaz. Vous ne le ferez pas revenir avant que tout le monde soit bien au chaud et qu'il fasse complètement noir. Il surveillera jusqu'au bout par ce temps. À moins que sa longue vue nous tombe en miettes, à force de la plier et de la déplier. C'est sa manie. Il ne viendra de toute façon plus personne. Si? Les deux avocats, ils redescendaient ce matin là, avec Penet et le prof. Comment il s'appelle déjà, le prof? Le gardien les a sans doute accompagnés, hein, parce qu'il semblait pas vouloir tenter le diable. Mon Jean lui a fait peur avec cette prévision. Mais vous oubliez nos ingénieurs de la Confédération. Ah, ceux qui sont là pour bosser. Il peut encore en venir d'en bas. Quant à ces messieurs des chemins de fer, ils ne sont toujours pas bien loin, dans l'alpage. Je ne vous sers pas. non, merci. Ils sont revenus tout à l'heure déposer leurs affaires et ils sont redescendus. Ah oui, mais ils peuvent être à côté de la cabane et se perdre quand même quand il fera nuit. Ils seront rentrés depuis longtemps. Moi, ça m'est arrivé. Il pleuvait à verse, le vent était plus fort que ce soir, et il faisait nuit. Mais vous racontez cette histoire à chaque fois. Et vous vous êtes perdu. Mais oui, on n'avait plus aucun repère, on a dû bivouaquer dans le vallon, jusqu'à ce qu'une bonne âme de berger nous aperçoive et nous reconduise à travers le noir et la tempête. Et puis, Ça donne les frissons. Oui, et puis- Mais c'est comme dans son histoire d'alpage à lui. Quand t'étais venu pour peindre, raconte l'anecdote de la porte. mais on était à 200 mètres des chalets, à 10 minutes d'ici. Mais impossible de le savoir. Les ingénieurs Tu te seraient... trompes. Ils ne risquent rien du tout. Tu ne vas pas commencer. C'est eux qui préparent l'orage. Ils rentreront tranquillement quand il aura débuté. Je crois que Jean s'y connaît mieux que vous en matière d'orage. Vous devriez parler avec lui. Pas la peine. Ils font la pluie et le beau temps alors. Mais vous êtes un marin, vous, dans le fond. Oui, les faiseurs de tempêtes. Vous autres, vous êtes plus superstitieux que les gens d'en haut. Bon, bah moi je retourne à mes comptes si j'arrive à calculer avec ce vent. Je laisse le pot ici. Merci, gardienne. Et on sera sage. Et bon, vous voulez pas nous en dire plus sur ces histoires de Non, sorciers? non. Pas de simples sorciers, des tempestières.
Les tempestières. Tempestière. Ah ben j'aurais moi aussi appris un mot. Si vous fumez, pipe à couverte. Je veux pas de sang partout. J'ai arrêté. Mauvais pour les dents. Alors Edmond? Faisons plutôt un yes. Ah, enfin! Jacques! Je vais distribuer. Vous l'aurez, votre revanche. Allez, en place! Jouer quand se prépare l'orage. Non, merci. On risque quelque chose ici? Et tu n'es pas content? Ferdinand exigeait des sensations fortes pour son petit séjour à la montagne. Ah, je ne prends pas de la hauteur pour rien, mais je préfère que l'orage reste dehors, à sa place. Et les fantômes qui rôdent alors? Tu vas raconter? Messieurs, il lui est arrivé une affaire qui risque de vous effrayer. Ça commence par la mort d'un berger, et ça finit par une porte qui s'ouvre. Mais explique comme t'as sursauté. Après, tu auras peur. Non mais... De nouveau. Allez. Vous savez qu'il se bouche même les oreilles quand il y a du tonnerre? Vous verrez ça tout à l'heure. Mais non. Il craint la foudre. Mais dehors, pas dedans. Vous n'êtes pas plus à l'abri dedans. Arrête de te moquer. Vous ne risquez rien ici dedans. Oh que si. Ce genre de cabane a été conçu pour résister à des ouragans. On perdra tout. Vous verrez. Ils y veillent. Les tempestières? Mais ne le relancez pas sur le sujet. C'est pour faire le malin. Je ne joue pas, moi, les bardes bretons. Très joli, tes petits vers. Et tu pourras bientôt faire ici le troubadour sur ta barque. Comme au château de Chillon, Ah. au temps du comte. Ah mais j'y suis, ce n'est que ça. Vous n'aimez pas leur projet de lac sur le pâturage, hein? Vous croyez qu'ils sont venus ici en promenade d'école? Leurs calculs sont terminés. Ils lanceront bientôt les travaux. Oh, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais de là à les traiter de sorciers, vous y allez un peu fort. Vous croyez? Leurs petits calculs, c'est toujours de la mauvaise magie qui chamboule les lois. Les lois? Quelles lois? Ne lui posez pas de questions. Le libre jeu de la nature, si vous préférez. Mais non, moi en qualité de scientifique, j'estime que leur Je ne projet... sais pas. Ils ont l'air très comme il faut. Je vous accorde qu'ils ont changé de méthode et d'allure depuis leurs lointains ancêtres, les tempestières. Mais dans le fond, rien n'a changé. J'en suis arrivé à cette conclusion. Et on en reste là. Mais ces messieurs veulent en discuter. Tu n'es pas content que je me montre un peu plus social? Non, non, je te préfère encore silencieux. Comme leurs ancêtres, c'est toujours de la foudre qu'ils veulent tirer de l'eau. Mais comment pouvez-vous penser Je vais vous expliquer. Vous manquez de sens historique. Notre époque oublie tout. Ah, vous êtes historien? Mais non, un simple amateur de littérature. Fantaisiste. Les tempestières parcouraient les plaines, les vallées et les montagnes avec leurs bâtons. Notez en passant que leur attirail était nettement plus léger. Des sortes de pèlerins, en somme. Rien à voir. Leur but était au contraire sordide. Ils étaient à la recherche d'eau à taquiner. Quelle farce! C'est le vent qui taquine nos cascades aujourd'hui. Libre jeu de la nature. L'eau et le vent contre l'eau. Mais les tempestières interviennent dans la partie sans y avoir droit. Vous n'accepteriez pas ça au Yass. Oh, bon, je ne vois pas le rapport. Quand ils avaient trouvé un ruisseau qui convienne, par exemple, nos tempestières l'agaçaient avec leur bâton, comme vous feriez avec un chien. Comme ça. Là. Voilà. Ils y vont franchement. Malheur à cette eau. Petit à petit, les nerfs du ruisseau sont à vif. Mais ils continuent. Ils continuent jusqu'à ce que l'eau, curieuse, crache du feu dans le ciel et provoque l'orage. La foudre, alors, s'abat sur la terre. Et c'est ce que font les ingénieurs actuellement. Ils taquinent la barbarine sur l'alpache. J'ai tout à coup moins peur de l'eau. Mais ça suffit, Edmond. Vous avez tort. Ils sont pires encore que leurs ancêtres. Eux n'auront plus besoin d'aller frapper le fond des ruisseaux. Ils les auront mis en conduite. Ils auront leur lac industriel qui donnera toute la foudre qu'on veut. N'est-ce pas merveilleux? En lieu, ils placent des bâtons, des turbines, des tuyaux.
La sorcellerie a bien progressé. Cette foudre-là, qui allume nos lampes et poussera bientôt nos trains, elle me semble quand même assez utile. À quel prix? Vous êtes peintre, que je sache. Oui, mais je ne dis pas que j'y suis indifférent, mais... Eh, vous préférez le charbon? Ne mélangez pas tout. Mais demandez-lui comment il vit dans son appartement cossu à Lausanne. On ne peut pas laisser l'industrie défigurer jusqu'aux plus beaux alpages. Ah, ça c'est une autre question. C'est la seule. Bientôt, vous n'aurez plus nulle part où retrouver de la nature. Edmond, c'est vous qui avez écrit cet article paru dans la Gazette? Mais non, il n'a rien écrit. Mais c'est son obsession, le sacrifice de l'alpage. Messieurs, Non, Le sacrilège. il voit de la profanation partout. Mais Edmond, un lac, je vous l'accorde, c'est dommage pour mes petites fleurs. J'ai d'ailleurs le projet d'étudier le plateau de plus près, pendant qu'il est encore temps, mais enfin, ce n'est qu'un lac. Qu'est-ce que t'en dis, Jacques? Je ne sais pas trop. Encore une fois, je ne dis pas que je suis indifférent à la question. Maintenant, s'il est bien conçu, avec goût, avec art, si les plans sont bien... Justement, on ne nous a toujours pas montré les plans. Voilà ce que je constate. Et alors? Alors, je veux voir ces plans. Mais Edmond, c'est pas les sorciers que vous craignez, c'est les mauvais artistes. Je ne veux pas me retrouver devant le fait accompli. Mais ces ingénieurs sauront vous... Mais tu auras une belle étendue d'eau au pied de la cabane. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Hein? Et dans ton libre jeu de la nature, quand le ciel nous attaquera comme aujourd'hui, tu auras un chemin fait tout proprement qui nous amènera directement à bon port. C'est prévu, du col de la Gueula à Barberine. Plus besoin de descendre dans le vallon. Et de remonter par les gorges de la Rija. Elles seront de toute façon bouchées par la digue. Le progrès. Mais quand je me suis perdu, eh bien... Mais alors bon, Mais j'aurais bien aimé avoir une étendue d'eau avec un chemin fait proprement. tu te perds partout. Oh, le sentier actuel est bouffé par les pierriers et les ruisseaux. Le plateau de Barberine est un vrai marécage. Et puis de toute façon, ça a été voté, ça a été accepté par les communes. Qu'est-ce que tu veux y faire? Hein? Aller raconter tes histoires de sorciers à Salvan, à Vernilla, à Berne? oh, bien de bruit, messieurs. Comment c'est? Je veux voir les plans. Les plans, bon. Mais ma foi, ne sont-ils pas là, ces plans? Servez-vous, étanchez votre curiosité, puis passons à autre chose. Non. Ça ne va servir à rien, ça va jeter de l'huile sur le feu, et ça ne se fait pas. En tant que membre du club alpin, section Jamant, j'exige d'y mettre mon nez. C'est notre domaine ici. Notre domaine, Notre marécage, si tu bon, veux. c'est celui des bergers. Mais ils finiront sous l'eau. Mais il n'y a plus que la section, c'est fait une raison. Il n'y a plus que toi qui vous spectre. Je ne suis pas seul. Ah, vous êtes 3 ou 4. Les autres se taisent. Tout le monde a pu s'exprimer. Et on en a discuté combien de temps, hein? J'ai le droit de regarder. Mais ils vont te trouver là avec leurs calculs comme un âne. Tu me fais honte. Honte. La honte est sur toi qui t'accommode si bien du saccage. Vous êtes pire que des gamins. Entre le vent et vous, je sais pas ce que je préfère. Alors, pour leur défense, ce n'est pas le Yass qui a provoqué ce climat électrique. Je peux pas faire mes comptes. Et d'ailleurs, l'un de vous n'a payé qu'une nuit. Il manque pour ce soir. C'est moi, Je sais. membre du club et de la section Jamant. Je sais aussi. Ça fait quand même 1,50 €. Je fixe pas les tarifs. Vous êtes bien content de trouver des couvertures et le vieux fourneau rempli de bois. Profitons-en. C'est de bon cœur. Bientôt, plus personne ne montera dans cette cabane. Oh, j'en ai marre d'entendre parler du lac par-ci, du lac par-là, un tel qui a écrit dans la Gazette, un autre qui lui a répondu. Ça fait 2 mois que ça ne parle que de ça par ici. Un miracle que vous n'ayez pas évoqué le sujet hier soir. Ça vous concerne directement. Je m'occupe très bien toute seule de ce qui me concerne. Vous étiez quand même plus sympathique avant. Il fait trop sombre, il faut allumer d'autres bougies. S'il y a du monde dans l'embarras, on doit voir la cabane. Ça sauve des vies. Un phare dans la tempête? Vous avez raison, les bougies. Et nous sommes à l'intérieur du phare. Que les éléments se déchaînent, on ne risque rien. Ça y est, Ah, mais
c'est trop fort. Du calme. Mais j'aime pas le tonnerre. Vous vous habituerez. C'est vous tous qui l'avez fait tomber cette foudre. Oui, les bougies. Oh, je vais les chercher. Il faudrait que j'en rentre aussi. Les sensations fortes, Ferdinand. Non, on risque rien, hein. Dites-lui, gardienne, qu'il n'y a pas de fantôme. Mais pourquoi tu dis ça? Seulement les âmes de ceux qui ont trop dansé au carnaval de France. Si la porte s'ouvre maintenant quand t'entends l'ouvre-toi, je fais une crise cardiaque. On ferait mieux de la verrouiller. Cette porte reste toujours ouverte. Et la gueule, ce serait pour ces messieurs. Ils arrivent. Ils reviennent en pas de course. Les ingénieurs. Eux-mêmes. Mais, range ça, Edmond. Oh, et puis débrouille-toi. Eh, la porte s'était ouverte sous la pression du vent. Il n'y a pas plus de revenant à la montagne qu'en plaine. Ça ne t'avait pas empêché d'avoir la frousse de ta vie. Moi, je ne suis pas prêt. Tu te montes la tête tout seul. T'es pas beaucoup remonté vivre à l'alpage après ça. C'est tombé sur le grand perron. Ils sont saufs. Eh, j'ai exagéré. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à parler comme ça? Il y en a sûrement d'autres qui sont en difficulté. Allez-vous à Touchon. Je ne vous avais pas menti. Où est ton fils? Vous voulez pas attendre un peu? Ici. Pourquoi? Il faudrait pas rajouter au mal. Vous en tirez une drôle de tête, parce qu'il ne va pas. Quoi? Rien du tout. Je m'en voudrais. Et qu'est-ce que je dirais à ses parents si ça tourne mal? Ils se faisaient mauvais temps. Il se passe quoi? Il va falloir gasser en bonne pâture. Un des pâtres malade, méchamment, je crois. Oh non! Malade? Mais qu'est-ce qu'il a? Il fait une mauvaise fièvre. Ça vous ennuie d'y aller? Oh, C'est sans doute arrivé d'un coup. C'est pas des choses qui se prévoient, ça. Mais vous n'allez pas vous perdre. Je vais de toute façon. C'est rien, c'est rien. Je vais vous conduire. Il faudrait être rapide. excusez-moi, j'ai été perdu dans mes... Bien sûr qu'on y va. Ma pharmacie. C'est lequel? Georges, le deuxième à ton frère. On nous a dit Georges. C'est un autre berger qui nous a aidés. Il était lui-même parti pour venir en haut. Il était presque ici. Et comme on remontait pour se mettre à l'abri, il a dit d'appeler les gardiens et il est redescendu. Ils savent qu'on fait sécher ici tout un tas de plantes au cas où. Alors ils nous demandent. Mais Pierre, c'est son métier. Enfin, plus ou moins. Mais où est ma pharmacie? C'est moi qui l'ai. Mais qu'est-ce que tu attends? Remue-toi! Oh là là, du calme, messieurs. Je pas envie ici. Et ainsi, Ils sont sur les nerfs depuis tout à l'heure. Ça doit être le temps. Odie, tu veux pas que j'y aille, moi? Oh non, il y a les comptes à faire. Voilà. Il y a le meilleur pour moi, ce jeu-là. Et il faudrait peut-être patienter, si ça se calme rapidement. Non, non, c'est parti pour durer. moi j'ai pas l'impression. À mon avis, dans 5 minutes, On y va. Quelqu'un sait-il si ce Georges s'est blessé dans la journée? on ne nous a rien dit. Oh, comme les bergers parlent peu quand ils sont à l'alpage. Mais s'ils demandent qu'on vienne, ça doit être sérieux. Ils ne crient pas à l'aide pour rien. Bon, je vais vous accompagner. Inutile. Non, tu restes. Si le berger meurt et qu'il vient nous hanter. Qui parle de mourir? Vaut mieux vérifier. Ça peut aussi passer tout seul. Et on ne va pas descendre rien. Si vous voulez vous rendre utile, vous pouvez allumer des bougies et les mettre au feu. Les bougies. Non, c'est pas la tempête, Marie. Ah, ce berger, mais c'est peut-être lui qui m'a secouru quand j'étais perdu dans le vallon. Bon, à mon tour d'aller l'aider. C'est pas! C'est certainement pas. Le violet. Mais où arrive la tête? Vous n'avez pas travaillé du métal par ce temps. Et lui dire aussi vos proches. Ce serait trop facile au départ de vos Tu diras à Georges que je compte bien à lui. Mais en fait, je sais désolé par l'oncle de Georges, même quand il poussait comme un damné, on ne pourrait l'empêcher d'aller flotter le bois.
C'était toujours le premier à s'attacher à la porte. Et l'eau glacée, ça ne lui faisait jamais peur. Cette fois, ça y est. Alors, Vous ne traînerez pas sur le chemin? Oh, je n'avais pas l'intention. j'espère que vos chaussures sont en bon état. Parce que le plateau n'a maintenant plus de grande flaque. Ça vous mâche le travail, messieurs les ingénieurs. Il n'aura plus qu'à mettre les barques et les poissons. Les bougies. Ah oui, les bougies. Oui, oui, il faut de la lumière. Le berger va mourir, la porte va se fermer. Arrête un peu. Avec cette tempête. Ah, vous n'auriez pas des ampoules plutôt? Ça viendra. Bon, je verrai. Ah, il ne me reste pas là à regarder cette porte. Ne sait-on jamais? Ce Georges a de la fièvre, c'est tout. Je ne retournerai plus jamais dans tes enfers. Sache-le. Une chance que Pierre ait été là. Bah oui, il va pouvoir l'examiner. Il est dentiste, mais il doit connaître le reste. Quelle solitude dans ces endroits. Ils sont rapides, non? Ça va bien se passer. Nous avons traversé sans mal. Il faut dire que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui n'est pas l'habitude. On s'habitue jamais complètement. J'avais l'impression de courir comme un damné dans un champ de bataille. Vaut mieux que je les regarde pas descendre. De toute façon, on n'y voit pas clair. J'ai toujours un peu de soucis. C'est bien normal. C'est tombé loin, et dans l'autre direction. C'est qu'on a tous salué ce coup-ci. À mon avis, le roche fait passer en tout vent au-dessus de nos têtes. Quoi qu'en dise votre mari. On en a vu d'autres. L'an dernier, il a dû secourir un groupe au bel oiseau. Il faisait aussi mauvais qu'aujourd'hui. Vous dites, vous ne l'avez pas mal pris, hein? Quoi donc? La plaisanterie de Jean. Mais pas du tout. On plaisante sur le sujet quand il pleut. Le lac qui se fait tout seul, vous qui n'avez qu'à regarder. Oui, c'était marrant. On en plaisante aussi. Et on aimerait bien qu'il se fasse tout seul. Un éboulement au beau milieu, et le tour est joué. Alors ça va. Il faut que tout le monde se sente à l'aise ici. C'est pas un lieu pour les disputes. Le champ de bataille, c'est pour dehors. Votre accueil est irréprochable. Et on dira bien fort à notre tour, n'est-ce pas? Ah ça oui. Bon, à ma tâche. Ils ont déjà fait le quart s'ils vont vite. Oh, la moitié. Est-ce qu'il reste du café? Oui, je vous mets une goutte de génépi avec. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut vous réchauffer. Allez, installez-vous, soyez pas timide. Tout le monde est à sa place ici. J'arrive, hein. On redescend demain matin. Dis-moi déjà de l'ordre, après je serai trop fatigué. Hé, Mathias, tu voles pas ma couverture ce soir, hein? Je vous jure que tu me l'as piqué. Vous vous êtes couché bien tôt hier soir. Vous avez pu fermer l'œil avec les parties de cartes. Oui, désolé pour le raffut. C'est rien. Ça met de la vie dans ce grand désert d'altitude. De toute façon, je remettrai mes boules de coton ce soir si ça continue de tenir. Aucune chance. Tu entends bien que ça s'éloigne déjà. Ouais, il me semble aussi. Intense, mais bref. Et pour les cartes, je ne crois pas que c'est ce soir qu'on prendra notre revanche. Je ne crois pas non plus. Vous dormez déjà? Il dort. Allez savoir. Et votre ami, là, attend quelqu'un? Eh, tu attends quelqu'un, Ferdinand? Oh non! C'est de ma faute. Je lui ai fait peur avec une histoire qui lui est bien restée en tête. Oui, c'est ta faute. Peu importe. Gardienne, je prendrai moi aussi un petit remontant. Vous savez, madame, les études ont montré qu'il y avait un lac ici autrefois, il y a très longtemps. Et ce lac, il avait bien dû se faire tout seul. Travail mis à part, ça ne change pas grand-chose. Ah, vous n'y voyez pas de différence? Pas tellement. On s'appelle opérer comme un retour aux sources. Vous ne dormez pas, vous? Vous voulez venir avec nous? Ah non! Ah non, on ne parle plus de ce lac. Fini les débats. Oh, je ne débat pas. Ce n'est pas pour moi. Et des lacs de montagne, j'en ai pas beaucoup, en plein air. Ce qui n'est pas facile. Je ne le fais d'ailleurs plus. Le transport du matériel. Entre autres. Et il ne faut pas trop de vent non plus. Pour la toile et pour la peau du lac, du moins telle que je la voulais. Rien que vous entendre, je vois déjà le tableau. J'aime la peinture, vous savez. Je l'ai parfois dans des expositions. Peut-être ai-je déjà vu l'un de vos lacs. C'est bien possible. Alors, ce que j'aime, nulle part ailleurs le silence n'est plus concentré.
Imaginez la pointe d'une cime qui monte et en même temps qui se reflète là sur les profondeurs du lac immobile. L'immensité de la nature offerte en un point. Mais sur un lac artificiel, un bassin d'accumulation, je ne sais pas. Ils sont maintenant arrivés. Ils y sont. Ne reste plus qu'à espérer pour ce pauvre Georges. Oh, son oncle était plus solide que lui, mais plus téméraire aussi. Il a fini par en mourir. Quelle vie, quand même, pour ces gens. C'est la leur. Flotter le bois. Qu'est-ce que ça signifie, Mathias? Ce ne sont pas les troncs d'arbres qu'il faut flotter jusqu'aux routes. Ça signifie surtout que tu dois te mettre sur les troncs quand tu peux plus pousser depuis le bord. Et le torrent glacé se fiche de ton équilibre. Et ici, en bas, dans le pâturage, ces huttes où ils s'entassent avec leurs bêtes et ouvertes à tous les vents. Pas étonnant qu'on attrape la fièvre. Ça, on ne vit pas que d'air pur, surtout quand il se transforme en ouragan. Mais on attrape la fièvre en ville aussi. Mais on est loin de tout dans ces alpages. Ah, dépend du point de référence. C'est vrai. Je ne comprends pas qu'on puisse s'opposer au train de montagne. Que n'ai-je pas lu sur le sujet? Cette vallée au moins est desservie, et vous allez voir qu'elle va encore faire un bond en avant. Droit dans le barrage. Pardon? Ils ne sont peut-être pas aussi matérialistes que nous. Qui ça? Les gens d'ici? Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? Vous observez ça le temps d'une escalade? Non, j'ai passé plusieurs jours dans un pâturage. Pas ici, ailleurs. Avec des bergers. Oui, pour les peindre dans leur milieu. J'ai dormi comme sur des planches, dans leur foie. Oui, quelques jours. Ouais, c'est déjà ça, Christian. Sans vous offenser, ces tableaux de vie alpine, je les confonds tous. C'est à chaque fois la même histoire. Tout est bizarrement figé. On se croirait dans un musée d'hommes primitifs. Étrangement heureux, les pauvres. Mais ce n'est pas ce que je dis. Mais vous le payez. Bon, les peintres font selon le goût du public. On veut imaginer qu'une partie du pays vit dans la pureté du ciel, comme les colombes. Mais il y a de l'éternité ici. Ouais, n'est-ce pas vous qui enfermez ces gens dans l'éternité? Peut-être pas vous directement. On veut qu'ils restent ce qu'ils sont. Qu'ils se contentent de nous servir du lait quand on passe chez eux. Et là où le club alpin n'a pas fait pousser de cabane, qu'ils nous indiquent une soupente ou fermer l'œil, une place au coin de leur feu. Et hop, une petite caisse d'argent en retour. Rien de trop, ça gâcherait l'éternité. Mais vous ne voyez pas de grandeur à cette vie simple? Mettons que vous pouvez là, maintenant, échanger votre confort citadin contre cette belle simplicité. Vous le faites? Non, vous voulez monter et puis redescendre. Ah non, je ne pourrais pas vivre éternellement comme eux. Je ne le pourrais pas. Rien que leur pain de seigle, noir, dur comme du caillou, à couper à la hachette. Non, je n'aurais pas tenu longtemps. Et ils ne parlent pas beaucoup. En tout cas, les communes ont accepté la vente du pâturage. Ça signifie bien quelque chose. Et malgré tout, c'est différent ici, sur les sommets du monde. Mais c'est pour ça qu'on y vient. Non, mais je veux dire, vraiment différent. On change soi-même. Vous ne trouvez pas? L'air, sans doute, la proximité du ciel, on n'y pense pas de la même manière. On y pense mieux, en vérité. Alors, il faut permettre à tout le monde de venir à la montagne. Aux vieux également. Le train pour monter et pour descendre. Ah, mais vous finissez toujours par redescendre. C'est peut-être trop grand. C'est ce que je me dis. Toute cette beauté de l'Alpe est à peine naturelle. On ne peut y faire que passer. Mais ils reviennent chaque été avec leurs bêtes. Oui, mais ils appartiennent depuis toujours à ce monde. Mais ils ont bien dû commencer. Mais j'en serais pas capable. Et pas seulement à cause des orages. Ou des fantômes. Pour eux, on est complet. Qu'ils passent leur chemin. C'est vraiment les fantômes que vous craignez? Je suis seulement vigilant. Je lui ai fait peur avec mon histoire. Allez, dites-la nous. Non, ça m'a suffi de l'entendre une fois. Ah, je ne sais pas trop. Au moins par égard pour mon ami que pour notre gardienne. Toi, tu n'as qu'à te boucher les oreilles. Notez qu'il voulait des sensations fortes en venant ici. Et vous croyez que j'ai aussi les oreilles trop fragiles? Ça ne vous dérange pas que j'évoque l'amour d'un berger? Je veux dire, ce Georges va déjà mieux alors qu'il est avec le remède. Jeune homme, racontez votre histoire. La version brève, alors. Je ne veux pas porter la poisse.
J'étais depuis plusieurs jours parmi les bergers. Je les observais accomplir leurs besognes, soigner leurs bêtes. J'apprenais à les connaître comme je pouvais. Et bien sûr, j'avais toujours mon carnet de croquis avec moi. Certains acceptaient de prendre la pause. Je pouvais donc idéalement fixer leurs gestes et leurs postures. Et voilà que l'un de ces bergers meurt, sans qu'on puisse se l'expliquer. On aurait dû normalement amener le corps au village, au moins, envoyer quelqu'un les avertir. Mais ce soir, ce n'était pas possible. Il faisait déjà presque nuit et l'orage a éclaté, comme aujourd'hui. Oh non, pire qu'aujourd'hui. Toutes les montagnes se renvoyaient le tonnerre avec des bruits de fracas assourdissants. On a gardé le corps dans un chalet. Toute la nuit, les bergers se sont relayés pour le veiller et prier. Ah, moi non. Je ne me serais pas senti vraiment à ma place. Alors je suis resté seul un bon moment à écouter le vent et la pluie, furieux tous les deux. Et les bêtes agitées, bien sûr. Même le bruit des cloches, au moins, était sinistre. Alors j'ai fini par prendre peur. Sans doute, l'une des pires nuits de toute ma vie. Je me suis dit, l'âme de cet homme ne va pas partir bien loin. Quand on meurt ici, on doit y rester ici, dans cet alpage, dans ce monde éternel. On est déjà assez proche du ciel et tout est si libre et définitif à la fois. Non, on ne doit pas quitter cet endroit. C'est alors que la porte s'est ouverte avec une violence. Le vent. Personne ne s'attarde dans ces alpages une fois mort, parce que c'est trop dur. N'empêche que là... Mais le progrès s'installera bientôt dans la vallée. C'était le vent. Et si tu crains l'arrivée d'un fantôme, quel est l'intérêt de rester fixé sur cette porte? Je ne comprends pas. Et moi, je ne comprends pas que vous ne demandiez pas l'avis de notre gardienne sur la vie dans ce coin de pays. C'est encore elle qui sait le mieux. Nous sommes des touristes. Elle est d'ici. Des débats. Je vais vous tricoter, moi, en train de débattre. Je vais vous dire ce qui compte. Que les troupeaux puissent toujours atteindre les prés à la tête du lac quand il sera là. Et les pentes. Les meilleures pâtures se trouvent sur les pentes des montagnes. Et si vous nous donnez des ampoules électriques, ma foi, je dis pas non. Pour le reste, ce sera qu'un lac de plus. Que les gens montent à pied en train, qu'ils y restent ou redescendent, chacun doit vivre comme il l'entend. C'est la sagesse. La sagesse qu'un lac de plus dans la montagne. Gardienne, n'êtes-vous pas censé garder l'endroit? Et qu'est-ce que je fais? Vous croyez qu'il suffit d'allumer des bougies et de servir du café? Oh, il faut vous recoucher. Cela vaut mieux. Le sens même de cette cabane. Vous allez laisser la fièvre de ces trafiquants. Votre mandat est de... Vous faites la leçon? Vous ne respectez pas votre mandat. Oh, permettez. Vous me faites rire, Jean. Et sa longue vue. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je l'ai bien observé tout à l'heure. Pardon, mais voit-il plus loin que le bout de son nez? N'êtes-vous pas censé nous garder des assauts de ces gens? Vous ne les voyez pas venir. On le laisse aller. Ça met aussi de la vie. Ils vous feront tous descendre. Oui, parce que plus personne ne sera digne de l'endroit. Ils saccageront ses mœurs en même temps que sa beauté. Vous n'aurez plus rien à peindre, Jacques. Et vos âmes de bergers pourriront au fond du lac. Et notre âme à nous n'aura plus un seul coin dans ce pays où retrouver sa liberté. La foire du progrès, partout. Qu'un lac de plus. Mais on ne parle pas que d'un lac. On parle d'un mur immonde, planté dans la gorge de la Rija. Excusez-moi, mais je vais répondre à ça calmement. Je vais vous dire, ce mur ne fera que réunir ce qui était joie à l'origine. Si vous aviez lu plus attentivement mes notes de géologie, vous l'auriez appris. Une gorge, ce n'est qu'un mur qui s'est fissuré avec le temps, voilà. Et je ne pensais pas en faire un drame. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir laissé traîner ce cahier sur la table.
Avant de donner des leçons sur la gestion de la cabane, respectez-en les règles. Et n'allez pas fouiller dans les affaires des autres. Vous êtes en plus voleur. Enfin, il voulait voir les plans. Mais si c'est que ça, je vais vous les donner moi-même, ces plans. Vous n'aviez qu'à demander, si ça peut vous calmer. Vous vous êtes trompé de dossier, c'est pas grave. Tenez, les voilà. Vos petits calculs sont terminés. Vous repartez demain. Gardez vos plans bien au chaud. Mais moi, je me pose une question. Votre lac, il montera jusqu'où? Plus je me pose cette question, plus j'ai la sensation de me noyer. J'ai tort. Alors, jusqu'ici? Non? Ici? Toujours pas? Là peut-être? Non? Là? Ah, j'en étais sûr. Vous reconstruirez la cabane plus haut. Hein, c'est les calculs définitifs. Les calculs définitifs, oui. On a même repéré un endroit idéal juste en dessus. Vous y serez encore mieux. Cette andouille de pierre. Tu auras un beau lac devant la cabane. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Son sentier tout neuf ne mènera nulle part. Et voilà ce qui passera la porte. Pas des fantômes. De l'eau! Vous ne vous sentez toujours pas concerné? Ah ça, pour une gardienne! Mais vous croyez que je vous ai attendu pour l'apprendre? Votre foudre qui poussera vos trains, elle vous retombera aussi dessus. Je préfère encore la houille qu'on achète à prix d'or aux Allemands. Les vapeurs noires du charbon, au moins, ça ne détruit rien. De toute façon, ces travaux prendront du temps. C'est pas pour demain. Et quand le lac sera là, nous, on sera trop vieux. On aurait rendu notre tablier, lac ou pas. Le monde est trop vieux. Noyons-le! Oh, mais ça suffit, vos grands airs. Rassurez-vous, je vais me taire maintenant. Votre mur s'est déjà planté dans ma gorge. Tandis que les bergers essuient la foudre et l'eau, Prométhée, gardien des hommes, arrive au sommet du grand perron. D'un geste habile et rapide, il dérobe le feu des dieux. C'est la lumière des savoirs et des ruses, de toutes les mécaniques. Un barrage contre l'orage. Il pense, Zeus, à l'homme, tu donnes moins qu'à la marmotte. Je m'en vais, moi, le protéger. Et contre toi, il sifflera. Il tient le feu dans sa main et il redescend. Durant sa marche de retour, Prométhée est pris d'un songe. Et ce songe est d'abord une joie. À la lumière de la flamme, dit-il, tout s'éclairera. Il voit au loin l'ombre écartée, l'avalanche qui se tait, le froid mordant limé, l'homme enfin prémuni comme un dieu au milieu des dieux. Mais de la cime claire au brouillard, il y a loin. Alors ce songe de joie est aussi celui d'une crainte. Le feu qui l'amène sera celui d'arbres combat. Le beau plateau de Barbarine si proche de Zeus, juste à ses pieds de guerrier. Mais n'est-elle pas la plus dure à combler, la faille mince entre barbares et dieux hautains? Prométhée, titan de nature, voit bien l'énormité qui doit surgir par la force et par la volonté. Dans la faille, le mur immense adressé, comme une montagne au milieu des montagnes. L'étendue d'eau profonde qu'il faut accumuler, comme un lac au milieu des lacs. Il faudrait pour ce faire des cyclopes. Il n'a que des bergers. Berger, je vous donnerai ce feu, songe-t-il. Mais ce don est aussi dur que le dénouement quand on travaille l'Alpe fière. Et il voit les bergers se lever, sortir de leurs cabanes, et ces cabanes disparaître, tandis que s'élèvent au pied du mur à venir les baraquements ouvriers.
Soudain, des bras, par centaines. Il en arrive de Suisse, de France et d'Italie. Ils viennent donner leur force et même leur dimanche. Prométhée voit le feu qui passe de main en main pour allumer les lanternes. Et les lanternes filées dans les mines, dessinant comme des serpents de feu. Ne faut-il pas des serpents contre les dieux? Il voit le feu qui allume les mèches, bondit de roc en roc, perce la montagne en galerie damnée. On appelle cette montagne le bel oiseau. Et Prométhée craint qu'un oiseau moins beau, châtiment des dieux volés, ne vienne un jour les punir tous, et lui le premier. Ou peut-être une avalanche d'avril ou de septembre. Il craint que la peine ne s'ajoute à la peine. Mais il entend aussi la joie qui s'ajoute à la peine. Ne chante-t-il pas parfois les mineurs? Il voit ses bras qui se donnent des forces, et surtout les dimanches. Le songe se poursuit. Prométhée voit les hommes brasser les éléments comme ils se brassent par avalanche. Eau, ciment, avec sable et gravier raclés dans le plateau. Il voit les grosses pierres taillées et filées par câbles, au-dessus des têtes, comme un éboulement suspendu. Il voit enfin ces parois du vieux monde raccordées comme au temps d'un monde plus vieux encore. Il a fallu, berger mineur, donner sa jeunesse, sa peine et puis sa joie. Bientôt, il faudra fêter. Le mur est donc là. Qu'il retienne l'eau. Et que l'eau travaille aussi. 40 milliards de litres d'eau noire et de barberine pour créer une cascade plus forte que toutes les cascadelles de barberine. C'est un long serpent né du lac qui s'engouffre dans le tunnel, s'étire et finalement dévale 700 mètres jusqu'au Châtelard, dans une grande chute forcée. En bas, les dynamos, les énormes turbines. Sans cesse, la roue tourne, comme l'espoir et les peurs, et les peines et les joies. Le monde ainsi se bâtit. Mes amis, vous arrivez nombreux inaugurer cet ouvrage qui honore la science pratique. À toute fête, d'abord le sermon. Le poète a dit, il y a bien des merveilles en ce monde. Il n'en est pas des plus grandes que l'homme. Il y a bien des merveilles en ce monde. Il n'en est pas des plus grandes que l'homme. Bien armé contre tout, il se voit à l'avenir
désarmés contre rien. Ces paroles sont justes aujourd'hui. Armés, nous le sommes. Voyez l'arc immense du barrage sorti de vos mains. Il tire maintenant ses foudres comme des éclairs dans les trains. Il allumera bientôt vos foyers. Ici, comme disait un autre poète, cette vallée n'a pour fond qu'un abîme. Ce sera bientôt un abîme éclairé. Le gel et la pluie sont cruels à ceux qui n'ont d'autre droit que le ciel. En votre nom à tous, je veux donc faire porter sur l'œuvre le geste de glorification du génie humain. Il est là des merveilles au fond, il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui sait traverser la mer grise à l'heure où souffle le vent et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes. Les oiseaux étourdis les enseignent, les prend, comme les gibiers des champs, les poissons des mers, et l'animal sauvage qui va courant les monts. Paroles vont si vite comme le vent, aspiration d'où naissent les cités. Tout cela, il se l'est enseigné. Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé dans l'avenir contre rien. Mais je veux dire aussi, en regardant plus haut et plus loin, que ces armes ne sont plus de guerre. Grande force vivante qui domine tout. Nous avons combattu, combat légitime, pour qu'aujourd'hui la cime claire de jour meilleur s'offre en miroir sur l'eau noire et sur la barberine. Et puis, nous ne voulons plus des ténèbres de charbon. Nous ne sommes pas pour tous les réchauffements. Contre la mort seule, l'homme n'aura jamais le charme pour l'échapper. Force vivante, nous t'avons affronté, et cela nous l'avons gagné. Accepte-le pour de bon, et désormais garde-nous. Maître d'ingénieuses ressources qui dépasse toute espérance, l'homme peut ensuite prendre la route du mal comme du bien. Que jamais l'homme ni la terre ne fasse trembler la terre ni l'homme. C'est de nature à faire tourner les banquets plus que les turbines, et sans aucun canal de fuite. Mes amis, il faut un mur immobile au-dessus d'une roue mobile. N'inversons pas les choses, ni le sens de la conduite. Garde la merveille, force vivante. Et nous, méfions-nous des serpents à la fête. Est-ce qu'on passe au dessert? Jusqu'ici, je vous ai bien nourri, aussi bien que pendant les travaux. Encore mieux. Ah,
cette fois-ci, j'ai pu avoir double ration. Du dessert, tu pourras en avoir le prix. Si tu parviens à répondre à cette question. Combien de repas avons-nous servi, moi et mon armée, durant toute la durée des travaux? 5 millions. En 10? Ne répondez pas tout de suite. Vous aurez tous l'occasion d'écrire votre estimation sur la feuille officielle. C'est pas pour la journée. Est-ce que tout le sait, toi? Oui, et précisément. Qu'importe, c'est mon chiffre que vous aurez trouvé. Oui. Et à la fin de la journée, les 10 personnes qui auront fait la meilleure estimation gagneront. Oui, Et je ne vais pas vous dire quoi. Le directeur des cercles, en personne, se chargera de remettre les prix. Mais avant ça, et avant le dessert, permettez-moi de vous dire un mot plus solennel. Ce mur est un événement, mais j'aimerais, en cette occasion, commencer par vous en évoquer un autre qui lui est lié. Il y a plus d'un demi-siècle, on annonçait un monstre fumant, mystérieux, inconnu de la plupart de vos parents, qui devait arriver à Vernaya, au pied de la vallée. On m'a dit que le curé Fao s'est alors chargé, pendant un sermon, de donner des explications. Peut-être pour apaiser certaines craintes, ou peut-être pour accompagner par le savoir l'excitation générale. C'est le train, qu'il dit, c'est le train qui arrivera désormais en gare du Vernaya. Et il a expliqué comment cela fonctionnait. Et les gens d'ici, tous ceux qui le pouvaient, sont descendus, comme au spectacle, voir arriver le train. Mais celui-ci n'étonne plus personne aujourd'hui dans la vallée, et c'est tant mieux. Mais ce mur, fruit d'une œuvre de longue haleine, est si ardu. Les historiens le diront, ce mur fera l'étonnement des générations futures pendant longtemps, aussi longtemps qu'il restera. Ouais. Et vous savez mieux que quiconque qu'il est fait pour tenir. Soyez-en fiers. La médaille souvenir en bronze qui va vous être délivrée à tous, sans jeu de cours. Cette médaille témoignera de votre précieuse participation à l'ouvrage collectif. Sortez le mur. Vous n'avez pas travaillé pour? Oh, si, je travaillais. Mais je conduisais le funiculaire de chacun en mon cuir en passant par Gietro. Oh, en bas, en haut, en bas. Maintenant, il confond l'horizontale et la verticale. Eh bien, par la conduite astucieuse et pentue de cet appareil, vous avez permis l'acheminement du matériel nécessaire aux travaux. Soyez-en remerciés. Tout certains qui ne travaillaient pas. Il y avait quand même un peu trop de matériel sur ce funiculaire, non? Trop de clients pour les travailleurs, trop peu de sièges pour les visiteurs. Eh bien, à ce propos, j'en ai. On m'a raconté qu'un homme, grand argent, se plaignait que ses 2 enfants, pourtant en âge de gravir des sommets de pays, mettent si peu d'enthousiasme à le faire. Génération de flemmards. Toute la belle saison, il devait lutter pour les emmener dans les lieux qu'il aimait tant. Et puis un beau jour, de bon matin, ce sont ces 2 enfants qui viennent chercher. Ils avaient enfilé leur souliers marche et ils lui disent, plein d'aplomb, « On va aller à Barberine !» À Barberine, s'étonne le père. Mais c'est donc que vous avez décidé de gravir la tour Salière. Vous n'en vouliez pas les dépasser. Vous avez changé d'avis. Tant mieux. Non, répondent les enfants. Non, mais alors quoi? Le Morion? Non, répondent-ils encore. Toujours pas?
Mais c'est donc que vous voulez faire des belles oiseaux. Non, on ne veut pas faire de bel oiseau. Et à la fin, qu'est-ce que vous voulez faire à Barberine? Et les enfants? On veut prendre le funiculaire pour aller voir les travaux. Et au début, sur mon funiculaire, on faisait une petite place pour les touristes au milieu des sacs de ciment. Et à la fin, il fallait trouver une petite place pour le ciment au milieu des touristes. Et moi, je ne savais plus trop si j'étais ouvrier ou guide d'excursion. Tout le monde voulait nous voir bosser. Et maintenant qu'on va tout remballer les installations du chantier, ben je me demande si le spectacle n'est pas fini. Mais pas du tout. D'ailleurs, le mur, il n'a pas pour rester. Mais ton funiculaire aussi. Ouais, c'est vrai qu'entre le mur et son funiculaire, on ne sait pas lequel monte le plus droit. J'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe de sous-officiers qui étaient venus en visite de loisirs sur le chantier. Et, comme tant d'autres, ils avaient demandé à utiliser le funiculaire. Mais l'un d'eux, j'ai bien cru qu'il n'allait pas monter sur l'engin. Il l'a fait, les yeux fermés tout du long. Ah oui, je me souviens. Je lui ai dit, vous allez voir, c'est parfait pour se réveiller le matin. Et après, sur le petit train qui va jusqu'à Imosson, c'était quelqu'un. Je crois qu'il n'y a rien vu du Mont Blanc. Lui ne reviendra sans doute pas. Mais tout le monde n'est pas si pour ça. Et je peux vous dire qu'en tant que président de cette banque, que les villégiateurs de mon village, tout comme ceux de Finhon, n'hésiteront pas à continuer à utiliser ces installations pour autant qu'on leur en donne l'occasion. Ils viendront voir notre beau lac. Et nous, pour favoriser la promotion touristique de la région, nous allons construire une cabane-restaurant, bien plus grande que l'ancienne du club alpin, puisqu'elle pourra accueillir plus de 100 personnes. Et en guise d'attraction nouvelle, 2 barques sur le lac, dont un canot automobile. Et moi qui croyais bosser faire les trains. Et non, faire les canaux. L'énergie du lac pour les trains. Et les trains pour la beauté du lac. Il ne pensait pas si bien dire. Nous allons organiser pour missionnaires des excursions à prix réduit. Voilà, je vais rencontrer les faveurs du public. Et nous sommes en discussion avec la compagnie du Martin Chata, qui nous espérons mettra en marche un train spécial avec arrêt aux endroits pittoresques de la ville. Si les choses se passent comme vous dites, je crois que je vais réellement songer à devenir guide. Je mettrai ma médaille comme ceci. Et aux touristes qui me diront, monsieur, pour quel grand mérite vous a-t-on décoré ainsi? Je répondrai, eh bien, sachez que j'ai tout monté à Barberine. Petit, j'ai monté les bestiaux. Plus tard, j'ai convoyé les tuyaux. Et aujourd'hui, suivez-moi jusqu'au canot. C'est pas une visite que tu feras, c'est un spectacle. Et pourquoi pas? Peut-être même qu'il y aura de la musique, tiens. Et une marmotte pour m'accompagner. Et qu'est-ce que vous en dites? Comme ces Savoyards qui descendaient sur les routes de France, avec leur instrument et leur souriante petite bête. Ils la faisaient danser autour d'un bâton, comme ceci. Les gens adoraient ça. Sauf que la mienne, elle ne dansera pas.
Elle sera mon guide assistant, ici, à Barberine, au son du violon. Mais où le violoniste? Hubert! Hubert, tu voudrais pas m'accompagner? Non! Mais tu jouerais ton morceau en même temps! Oh, mais les machines ont fait assez de bruit dans la région. Il vaut mieux redonner un peu de silence en ces lieux. Ça sent vraie grandeur. Et c'est ce que l'on viendra chercher ici. On te postera à l'usine, dernière étape de visite, et tu joueras pour couvrir le bruit des turbines et les aider à tourner. Ah, ça, pourquoi pas? Les risques donc d'envahir les marmottes. L'automne approche. N'allez pas faire main basse sur leur terrier. Je préfère qu'elles dorment et qu'elles rêvent. Qu'y a-t-il de plus mystérieux que le sommeil de la marmotte? À quoi rêve-t-elle? Protéger des aigles, des chiens peut-être, des hommes, s'ils le décident, du froid et des neiges? Notre marmotte, n'allons pas la réveiller. Au contraire, imaginons-la dormir de longues années, tapie au fond de son terrier, non loin de Barberine. Il lui semble entendre, dans son rêve et pourtant à 1000 lieues de son sommeil, des tempêtes et des tourbillons, un tournoiement continuel et comme d'énormes créatures qui remuent. Un jour, des bruits de fête, et puis tout se tait. Et dans ce silence, elle se réveille. Il y a plus mystérieux que le sommeil de la marmotte. Il y a le monde qui se donne, à chaque réveil de la marmotte, qui se donne et qui se tait. Ces abîmes, comment se sont creusés ces abîmes? Et ces cimes, comment se sont-elles élevées? D'où viennent ces colosses de granit, ces torrents qui vont à la plaine? À chaque réveil, ces mêmes questions qui enchantent la marmotte et qui l'effraient. Et cette fois-ci, un lac a surgi. Oui, un lac immense, qui relance son étonnement. Qui lui donnera la clé de cette création? Comme frappée par le tonnerre, elle s'immobilise un instant, et puis elle se met à courir le long de l'eau, ivre de cette apparition qui jette sur le monde un nouveau voile de mystère. Elle voudrait partager ses questions, mais les autres marmottes dorment encore. Tout dort en réalité. L'aigle au sommet du mont, les chiens au fond des niches, et l'homme qui repose son ingéniosité et même sa cruauté. Y est-il pour quelque chose, lui qui manie si bien le monde? Lui qui a le feu des conquêtes enflammées? Son orgueil est peut-être aussi de se retirer et de laisser libre, aujourd'hui, le regard de la marmotte. Donc, elle se jette, épopée sans limite, au cou du monde. Elle parcourt le pays, les monts nus, les vallons, les forêts désertes, les cascades et les torrents. Et lorsque la nuit est sur le point de tomber, après bien des heures d'une course folle, voilà soudain qu'elle s'arrête et lève 2 yeux ensorcelés. Devant elle, un long vaisseau de pierre, massif et silencieux, couché à flanc de montagne. Encore une nouvelle chose née de la terre ou du ciel. Ce doit être un habitat, un genre de galerie de surface, mystérieux comme le sont pour les hommes les terriers. Ces vastes portes closes lui donnent
à sentir sa propre taille rapetissée. Qu'a-t-on voulu cacher ici aux marmottes? Peut-être un vieux secret, immensément long, en regard de toi. La petitesse a néanmoins ses privilèges, et d'abord celui du geste clandestin. Se hisser, comme Prométhée, sur le sommet des dieux pour envoler le feu, mais aussi rentrer, menu coup de sonde, dans le ventre de la terre pour en révéler mystère. La marmotte creuse son chemin, tant et si bien qu'elle parvient à s'infiltrer, et dans l'espace se dresser sur pattes. Mais ce frisson de peur est un frisson sacré. Pourquoi, en effet, ne pas se perdre? Le dédale est rempli d'artefacts qui dorment, sans nom et sans raison. Il y a des couloirs et d'autres couloirs, des salles dérobées, des salles obscures, des câbles et des tuyaux, des chiffres, des aiguilles qui tournent comme le temps, des signes sans signification, peut-être tracés dans la grammaire secrète de l'univers. Il y a ici et là des plans jetés sans direction, et puis, à la fin, cette salle, royale à sa manière, dans laquelle notre marmotte arrive et ose à peine avancer. Plus vaste encore que les autres, elle doit être la pièce maîtresse du vaisseau. On l'a dotée d'une forme simple et droite, évidente, pour qu'elle s'élance avec la même évidence vers son but, indéchiffrable à jamais. Espace limpide, puis occulte et pesant. Limpide encore son haut plafond vide, qui attrape un peu de ciel, et ses grandes baies qui rythment la façade, et l'ouvrent aux rayons de lune, aèrent sa royauté. Mais que dire de ces 4 cercles de coquilles rouges, enfoncés dans le sol, comme des bêtes alignées qui attendent un signal? Que protègent donc ces cuirasses? Ce doit être quelque chose d'éminent. N'est-ce pas ici le cœur de l'univers? L'arrière-salle secrète où tout se gouverne? Elle imagine qu'il y a là, retranchés au regard des mortels, 4 roues qui font tourner le monde. Ce sont les roues de nature qui aiment à se cacher. Qui donc ôtera leur voile? Qui donc les a jamais ôtés? Quelle langue leur parlait? Quel cri? Quel rythme? Quelle harmonie? La marmotte songe alors à la légende d'Orphée. C'est une vieille légende, aussi vieille que celle de Prométhée, et que récitent les hommes certaines soirées de veille. Orphée, dit-on, savait d'un chant guider les eaux, charmer les arbres, émouvoir les pierres, soigner les hommes et les animaux. D'un chant surtout, il levait tous les voiles et racontait alors comment le monde s'est formé. Un dieu à sa manière. Mais la marmotte, elle, ne sait pas chanter. Rendue au terme de cette course pleine, elle préfère s'allonger pour dormir, ici même. Il est trop tard pour regagner le terrier. Elle se couche donc dans cette salle qu'elle prendra jusqu'à demain pour le centre de tout. Figée, elle fait corps avec le lieu. Petit corps de marmotte dans ce grand corps limpide et nébuleux qui l'entraîne avec lui. Elle s'est endormie.
comme si souvent dans sa vie, alors, c'est de métamorphose que rêve la marmotte. L'impermanent spectacle de tout, qui est brouillard, montagne et mur, eau noire, éclairs et champs. Elle rêve d'un lac se couchant sur Barberie. Elle rêve d'hommes, de terriers, de cabanes englouties, d'un autre lac sur le premier, d'un autre mur plus grand. Et d'autres hommes